Après 2 années sans bif, qu'est-ce que ça faisait plaisir de retrouver mon festival de cinéma préféré, et ce, à 2 pas de chez moi. Et oui, mesdames et messieurs, le BIF version 2022 vient de se terminer la semaine dernière. Et rien que ça, c'était déjà très cool. Mais en plus, on m'a proposé de faire partie du jury de la compétition White Raven, en compagnie du youtubeur Matt se fait des films et de la réalisatrice Nikki Baum, les meilleurs partenaires possibles. C'était vraiment très cool et je ne remercierai jamais assez le BIF pour ces 2 semaines de pur plaisir. D'ailleurs, je vous attends très nombreux pour la prochaine édition du Festival international du film fantastique de Bruxelles dans 7 mois à peine. Mais bon, pour l'heure, je reviens vers vous avec une sélection de 10 films vus au BIF et que je tiens à chaudement vous recommander, pour le simple plaisir de vous mettre l'eau à la bouche, bien évidemment. Bref, prenez ça comme une sorte de top 10 films extraordinaires découverts au BIF cette année, parmi plus d'une centaine de longs métrages. Croyez-moi, cette sélection n'était pas évidente à faire. Mais s'il vous plaît, gardez bien en tête que pour la plupart de ces films, je n'ai pas les images. Ces films ne sont pas encore sortis chez nous, en général, donc je me suis débrouillé comme j'ai pu. Mais je suis sûr que ça vous conviendra très bien. Enfin bon, trêve de bavardage. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans ce petit top 10 des films vus au BIF version 2022. C'est parti! On commence avec quelque chose d'assez léger et de plutôt étonnant que le BIF présentait comme un mélange entre John Wick et The Raid, rien que ça. The Killer de Jae Hoon Choi est un film d'action coréen qui nous fait suivre un tueur à gages obligé par sa femme à garder la fille d'une amie, tandis que les deux partent en vacances. Notre héros, à première vue nonchalant et irresponsable, est évidemment un bagarreur invétéré, et heureusement, vu que la jeune fille qu'il doit garder n'a pas son pareil pour s'attirer des problèmes, et elle se retrouve vite mêlée à un réseau mafieux de prostitution juvénile. Tel Brian Mills dans Taken, il va alors se mettre en marche pour la sauver, et au passage démanteler tout le gang et affronter la corruption locale. Les scènes d'action sont super bien filmées et chorégraphiées, et franchement, on en prend plein les mirettes pendant tout le film. Le souci, c'est que le film est peut-être aussi nonchalant que son héros, en fait. Je m'explique. Disons que le scénario, pourtant très sérieux, ne se prend pas trop la tête. Il y a de grosses incohérences, et l'humour dédramatise parfois un peu trop les enjeux pourtant importants du film. D'ailleurs, l'intrigue semble être résolue après environ 1 heure de métrage, et on nous sort une pirouette scénaristique assez grossière pour prolonger un petit peu le spectacle. Le comble reste malgré tout la fin, qui frise le ridicule au bord de la plage devant un soleil couchant des plus mielleux. Mais vous savez quoi ? On s'en bat un peu la race puisque le contrat est rempli. On est venu voir de la belle bagarre sans se prendre la tête, et pour le coup, les nombreuses scènes d'action sont hyper jouissives, bien plus que celles d'un film comme John Wick, si j'ose. Ne mets pas de pouce rouge s'il te plaît, à la rigueur mets un commentaire pour m'insulter, voilà, ça j'ai l'habitude. C'est une coïncidence, mais le film suivant nous vient également de Corée du Sud. The Cursed Dead Man Spray, réalisé par Young Wan Kim et écrit par Sang-ho Yeon, le réal de Dernier Train pour Busan, est un film d'horreur assez original qui bénéficie d'une superbe photographie et de quelques scènes d'action très impressionnantes. Au niveau de l'intrigue, nous suivons une journaliste et la police qui enquêtent sur une drôle d'affaire. Des meurtres en série qui semblent perpétrés par des cadavres ambulants. Et il semblerait que ces créatures soient en fait manipulées par un sorcier dont le but est de se venger d'une grosse entreprise. Il va falloir découvrir pourquoi et surtout le mettre hors d'état de nuire. Au-delà de l'enquête qui nous est proposée et qui est, si j'ose dire, sympathique, nous aurons surtout droit, comme je l'ai dit, à des scènes d'action ambitieuses et efficaces. Celles qui ont le plus retenu mon attention sont celles qui mettent en scène des dizaines d'antagonistes en même temps et dont les mouvements sont synchronisés à la perfection. Combiné à quelques mouvements de caméra ingénieux et à des plans audacieux, cela nous donne vraiment des scènes mémorables. Puis, nous avons droit à des personnages plutôt bien construits et à plusieurs intrigues que l'on peut suivre en parallèle et qui connaîtront leur dénouement en même temps, ce qui est classique mais néanmoins bien mené. Enfin, nous avons la morale du film qui dénonce les agissements inhumains de certaines sociétés, qui est plutôt bien amenée, même si l'une des antagonistes, celle liée à cette entreprise justement, paraît un petit peu trop méchante pour être vraie. Bref, une très bonne surprise et un excellent film à voir sur grand écran, sans aucun doute. Changement radical de registre avec cette coproduction argentino-espagnole, La Piedad ou La Pieta de Eduardo Casanova, qui avait déjà réalisé l'intrigant Skins, disponible sur Netflix.
Ici, l'histoire est plutôt minimaliste et n'est pas ce qui nous intéressera le plus, du moins pas au premier degré. Nous y suivons une mère et son fils à la relation fusionnelle, ou plutôt étouffante pour ce jeune homme, incapable de faire quoi que ce soit sans sa maman, qui fait échouer tous ses efforts pour prendre un tout petit peu d'indépendance. Il fait tout avec elle, même les tâches intimes comme prendre son bain ou dormir. Forcément, quelque chose de malsain se dégage de cette relation, et c'est bien sûr renforcé par cette esthétique bizarroïde, avec cette couleur rose bonbon omniprésente qui renforce notre impression que cette histoire étrange se déroule dans un monde artificiel. Même si parfois, Casanova semble s'enfermer dans de la provocation un petit peu facile, comme ce plan d'une femme nue vue d'en dessous en train de pisser sur un test de grossesse, cela sert son objectif qui est de nous mettre mal à l'aise. D'ailleurs, on frise à plusieurs reprises le body horror. En parallèle avec cette intrigue, nous avons droit à plusieurs scènes un petit peu loufoques qui traitent de la dictature en Corée du Nord. Évidemment, elles sont mises en relation avec les liens qui unissent la maman, qui s'appelle d'ailleurs Libertad, et son fils. Celui-ci supporte difficilement sa vie avec elle, elle est un peu trop étouffante, un peu trop protectrice, mais il est complètement perdu et démuni sans elle, comme les citoyens nord-coréens avec leur dictateur. Du moins, c'est ce que le film montre. C'est donc définitivement une étrange expérience dans laquelle il faut pouvoir embarquer, mais pour moi, c'est un exercice de style réussi. Casanova arrive à nous faire grincer des dents à l'aide de ces images bizarres, de cet univers coloré et de cette esthétique aseptisée, mais également grâce à un humour noir et parfois régressif, presque pipi-caca. En tout cas, il nous donne à réfléchir sur ce qu'est vraiment la liberté et la distinction que l'on peut faire entre l'idée d'être libre et celle d'être en sécurité. À voir. Bon, ici, je triche un peu, car j'avais déjà vu le film à Gérardmer, puis aux hallucinations collectives à Lyon. Mais bon, je peux enfin vous en parler sur la chaîne et j'en suis très heureux. Direction l'Afrique pour une fois, et plus précisément le Sénégal pour Saloum, réalisé par le franco-congolais Jean-Luc Herbulot, et qui nous fait suivre 3 mercenaires et leurs prisonniers qu'ils doivent livrer à un cartel de la drogue latino-américain. Seulement voilà, alors qu'ils sont en route, une fuite de carburant de leur avion les pousse à atterrir au Sénégal, à Saloum, ce qui n'était pas prévu. Ils vont rejoindre une sorte de sanctuaire aux autres occupants plutôt mystérieux, le temps de trouver de quoi repartir en avion le plus vite possible. Mais très vite, il nous apparaît que l'un de nos 3 personnages principaux a un lien particulier avec cet endroit et qu'il est en fait venu pour se venger. Saloum, c'est une véritable aventure, qui nous fait passer par tout un panel d'émotions. Le rire, tout d'abord, grâce à des dialogues bien écrits et souvent un petit peu cyniques, particulièrement entre nos 3 personnages principaux, mais également la tristesse, avec toutes les thématiques assez dures pointées du doigt par le film. Celle des enfants soldats, des coups d'État, de la corruption, du pillage des terres africaines par des Occidentaux ou des Chinois, etc. Et bien sûr, la peur, puisque nos personnages seront confrontés à de terrifiants esprits qu'ils sont tout simplement incapables de combattre. Pouvoir vivre une aventure de ce genre en plein cœur de l'Afrique, c'est assez rare au cinéma, et quand c'est appuyé par une réalisation maîtrisée et une photographie aux petits oignons, c'est encore plus jouissif. Et puis, au-delà de cette intrigue efficace et de quelques scènes d'action à souligner, à commencer par une intro vraiment géniale, nous avons des personnages attachants et très bien construits qui, à travers leurs différents affrontements et la vengeance que l'un d'entre eux est venu chercher, doivent en fait affronter leurs propres démons pour pouvoir sortir de la prison qu'ils se sont eux-mêmes fabriqués. Et ça, bah c'est beau, putain. La musique entre chaque film choisi dans ce top vient d'ailleurs de Saloum, et celle-ci est également à saluer. À nouveau, changement d'ambiance total avec ce Capei, comédie d'action japonaise réalisée par Takashi Hirano. Alors, comment vous expliquer ? Nous y suivons donc Capei, un guerrier de l'apocalypse, c'est-à-dire un combattant qui a été élevé toute sa vie en prévision de la fin du monde, après laquelle il devait protéger les innocents au péril de sa vie. Avant d'être congédié par son maître, comme tous ses camarades, à cause d'une fin du monde qui tardait trop à arriver. Le voici désormais en plein Tokyo, une ville à laquelle il ne comprend pas grand-chose, dans laquelle il erre, sans but, puisque son seul objectif lui a été arraché. Heureusement, il deviendra ami avec un groupe d'étudiants, dont fait partie une jeune fille dont il tombera éperdument amoureux. Un sentiment qu'il ne sait évidemment pas gérer et qui va provoquer tout un tas de situations rocambolesques. La grande force de Capei, c'est d'arriver à être drôle avec un sujet franchement stupide, sans jamais devenir lourd ou presque, et réussir en plus à être très émouvant par moments. Ces personnages sont profondément humains, et ces guerriers de l'apocalypse, car oui, il n'y a pas que Capei, doivent tous apprendre à composer avec de nouveaux sentiments qu'ils n'avaient jamais ressentis auparavant.
Très vite, alors que Kappei aurait pu devenir une comédie d'action débile comme il en sort beaucoup au Japon, il devient en fait une vraie comédie romantique attendrissante, avec beaucoup plus de poésie que ce à quoi on pouvait s'attendre. Et bien sûr, nous avons quand même droit à un nombre incalculable de situations grotesques et de blagues idiotes au possible, qui feront tout leur petit effet, sans oublier plusieurs scènes qui semblent tout droit sorties de Ken le Survivant ou de Jojo Bizarre Adventure. Les fans apprécieront. Kappei, c'est un numéro d'équilibriste qui réussit son pari haut la main, tout simplement. Retour en Europe, et plus précisément aux Pays-Bas, pour Moloch, premier long métrage de Nico van den Brink que j'ai eu la chance de rencontrer et d'interviewer au BIF. Je vous montre ça très bientôt. Ici, nous sommes devant un authentique film d'horreur on ne peut plus sérieux qui vient puiser dans le folklore européen pour tenter de terrifier son spectateur. Nous y suivons Buttrick, jeune maman qui vit avec sa petite fille chez ses parents, dans une maison isolée au bord d'une tourbière en pleine campagne. Sa famille et elle sont mises à l'écart par les gens des alentours, car on dit d'eux qu'ils sont maudits, rien que ça. Un jour, un inconnu entre chez eux et les attaque. Un acte étrange qui dénote par rapport à la personnalité de l'assaillant et qui survient alors que des corps de femmes momifiées sont découverts dans la région. Buttrick va devoir enquêter et découvrir quel genre de sombres secrets cache sa famille. Moloch, c'est un petit peu de la folk horror, ces films qui vont s'attarder sur des cultes païens cachés dans des endroits reculés. Ils traitent d'entités malveillantes, de sorcières, de cultes. Le tout avec maîtrise et lenteur, avec un traitement qui n'est pas sans rappeler celui des productions horrifiques de la boîte A24 et ce que certains appellent vulgairement de l'elevated horror. Mais j'ai surtout envie de souligner une excellente atmosphère que Van den Brink prend du temps à mettre en place et avec quelques plans tout simplement cauchemardesques qui vous feront craindre le moindre regard jeté à votre fenêtre, croyez-moi. L'histoire en elle-même est bien écrite, même si forcément elle ressemble à d'autres intrigues du même genre et que le dénouement de l'enquête de Buttrick se voit venir d'assez loin. Qu'importe, la surprise n'est pas un ressort scénaristique et ici, l'efficacité primera. Notons également l'utilisation magistrale de la campagne hollandaise en tant qu'authentique théâtre des horreurs dans ce premier long métrage d'un cinéaste qui fera à coup sûr parler de lui. On s'envole pour une nouvelle contrée exotique, ce qui devrait achever de vous convaincre que la programmation du BIF, version 2022, était des plus éclectiques. Et encore, je ne vous en présente qu'une infime partie. Bref, cette fois, direction l'Iran pour Zalava d'Arsalan Amiri, un film qui avait déjà remporté quelques prix un petit peu partout dans le monde. Nous y suivons un officier de police chargé de la sécurité d'un village isolé, dont la population est extrêmement superstitieuse et passe le plus clair de son temps à essayer de se protéger de prétendus démons. Malheureusement, c'est souvent très dangereux, comme par exemple lorsqu'ils tirent sur leurs concitoyens qu'ils croient posséder pour que le démon soit éjecté à travers la plaie. Bref, notre héros n'y croit pas et cherche à montrer aux habitants du village qu'il se trompe, mais va voir ses propres croyances ébranlées par un exorciste énigmatique traité comme un héros par tout le village. Nous sommes devant un drame horrifique très particulier dont l'intrigue se tient juste avant la révolution iranienne de 1979. Même si ça n'est jamais véritablement évoqué, le contexte renforce énormément le propos du film et résonne également avec la situation actuelle du pays dont le cinéma est en crise profonde. Zalava est déjà une victoire, rien que pour ça. Mais en plus, c'est un film rondement mené, qui parvient à tenir son public en haleine, à proposer une intrigue fantastique, à jouer sur les codes de l'horreur, sans jamais proposer d'éléments fantastiques, ni même horrifiques. Tenez, durant une grande partie du métrage, l'attention tourne autour d'un bocal vide, dans lequel l'exorciste prétend avoir enfermé un démon. Est-ce vrai ? Nous ne le saurons jamais. Toujours est-il que la foi des villageois finit par contaminer notre personnage principal, pourtant sceptique, et avec lui, les spectateurs. Nous aussi, nous nous demandons, pendant tout le métrage, ce qu'il y a dans ce foutu bocal, si cet exorciste a de véritables pouvoirs, et s'il y a vraiment des démons partout dans ce village. Mais finalement, peu importe. L'important, c'est que les personnages y croient, et l'impact que leur croyance a sur leur vie et celle des gens qui les entourent, car ça va tout simplement virer au drame humain. La tension est d'ailleurs superbement gérée et monte crescendo, malgré quelques lenteurs qui sont, selon moi, essentielles pour bien transmettre au spectateur la peur qui monte au fur et à mesure de l'intrigue. Bref, Zalava est un coup de maître, en plus d'être un film très particulier, et très important si on prend son contexte en compte. Bon, ici c'est un petit peu particulier car je n'ai pas réussi à trouver de trailer pour le film et qu'il n'a même pas de page IMDb. Un véritable ovni à tous les niveaux, que ce petit Life of Mariko in Kabukicho, une comédie noire de science-fiction réalisée par Eiji Uchida et Shinzo Katayama, que mon jury a désigné lauréat de la compétition White Raven et c'était mon choix du cœur clairement. Ici, nous avons droit à un authentique film choral qui tourne autour du célèbre quartier chaud de Tokyo, le Kabukicho.
Mariko, une tenancière de bar et détective privé, fait le lien entre tous les autres personnages qui vont tous vivre des aventures hautes en couleurs de leur côté en faisant honneur à la mythologie de ce fameux endroit connu dans le monde entier. Ainsi, nous aurons droit à des yakuza, des escortes, filles comme garçons, des tueurs à gages, des love hotels, un tueur en série bien creepy, des acteurs porno, un professeur ninja et surtout, des extraterrestres. Car oui, Mariko, notre personnage principal, sera chargé par le FBI, oui, de retrouver un scientifique qui s'est enfui avec un alien et qui se cache quelque part dans ce labyrinthe qu'est le Kabuki-sho. Au programme, tout un tas de situations loufoques, des rires, mais également de l'émotion, suite à certaines situations vraiment tristes et beaucoup d'affection pour tous ces personnages et leurs aventures folkloriques. La réalisation est souvent un petit peu bancale, proche de celle de dramas japonais un peu cheap, les effets spéciaux sont à la ramasse, mais Life of Mariko in Kabuki-sho arrive à être touchant malgré ça, et la visite qu'il permet du Kabuki-sho et de toutes ses légendes, de tous les clichés amusants qui lui sont liés, ne donne qu'une envie, d'y retourner le plus rapidement possible, d'aller manger un bon ramen, de trouver le petit bar de Mariko pour y passer la soirée, et puis, pourquoi pas, de profiter des nuits chaudes, du Kabuki-sho. Mon gros coup de cœur un petit peu irrationnel, un film vivant qui m'a atteint en plein cœur. Retour en Corée du Sud avec l'un des films de cette édition 2022 du BIF qui m'aura à coup sûr le plus marqué. Special Delivery de Dae-min Park, un thriller d'action qui m'a tenu en haleine du début à la fin, qui offre des scènes d'action époustouflantes, over the top, au possible, le tout avec des mouvements de caméra ambitieux et une photographie qui m'a mis des paillettes plein les yeux. Nous y suivons Eun-ha, campée par une merveilleuse Park So-dam que vous avez pu voir dans Parasite et que j'ai prévu d'épouser l'année prochaine, qui joue une livreuse un petit peu spéciale. C'est une conductrice au talent particulier qui mène les fugitifs ou les paquets sensibles à leur destination, et ce, peu importe les obstacles qui se dresseront devant elle, y compris les forces de police ou des gangsters en tout genre, à tout hasard. Tout va bien pour elle jusqu'à ce qu'elle se retrouve avec un gamin sur les bras, orphelin après que son père se soit fait assassiner par des gangsters et qui est poursuivi par leur chef, un flic véreux et complètement taré. Il lui faudra alors puiser dans ses ressources pour réussir à sauver ce gamin et à elle-même s'en tirer au bout du compte. En quelques mots, les scènes d'action de Special Delivery sont vraiment top, à commencer par cette course-poursuite d'introduction juste géniale, et qui n'est pas sans rappeler des films comme Baby Driver, mais en plus over the top. Et personnellement, ça m'en a mis plein la vue. Les personnages remplissent tous très bien leur rôle, même s'ils sont assez archétypaux, ce qui est contrebalancé par les excellentes prestations des comédiens, qui en font souvent des caisses, ce qui convient parfaitement au ton du film. Son antagoniste est particulièrement stylé, même si, encore une fois, sa cruauté est assez exagérée. Ça renforce un petit peu l'aspect comic book du film, assumé jusqu'au bout, et qui nous en met plein la vue en termes de divertissement. Nous avons donc quelques scènes en voiture des plus épiques, mais également quelques scènes de bagarre, un ou deux plans séquences bien furieux, et une scène aquatique de pure beauté. Enfin bref, on n'est pas devant le plus fin des films, mais ce n'est absolument pas ce qu'on lui demande, et il remplit parfaitement son contrat, j'ai juste adoré. Et voilà mon grand coup de cœur de cette édition du BIF, et en plus, c'est un film belge. Que demande le peuple? Et pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, il s'agit, pour moi, du maniaque belge, ni plus ni moins. Mégalomaniaque de Karim Ouelach ressuscite l'un des tueurs réels les plus terrifiants de l'histoire de la Belgique, le dépeceur de monstres dont la véritable identité n'a jamais été trouvée, en nous permettant de suivre ses enfants, tout simplement. Un garçon, psychopathe, qui suit les traces de son père en assassinant des jeunes femmes, et une fille, femme de ménage un petit peu simplette dans une usine, qui se fait agresser sexuellement et humilier par ses ordures de collègues à longueur de journée. Le film va nous permettre de les suivre un petit peu à la façon d'un psycho-killer, même si, comme nous le verrons, la frontière entre la condition de victime et celle de bourreau est parfois très fine. Mégalomaniac a remporté plusieurs prix dans de prestigieux festivals à travers le monde, et c'est amplement mérité. Il s'en dégage une atmosphère très particulière, hyper malsaine, et il n'est pas évident d'arriver au bout, pour être honnête. Clairement pas un film pour tout le monde. Il s'en dégage une très forte sensation de désespoir, de crasse. Autant pour nos deux personnages principaux que pour leurs victimes, il n'y aura pas de fin heureuse, aucune délivrance. Et nous assistons autant à leurs crimes qu'à leurs déboires, et nous avons cette sensation que, dès le départ, ces deux frères et sœurs étaient condamnés depuis leur naissance à cause de la famille dans laquelle ils sont nés, conditionnés par leur père, leur milieu social, le niveau culturel et intellectuel de la famille, etc. Ça ressemble même parfois à un épisode de striptease d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, en beaucoup plus crade et malsain, évidemment. Mégalomaniac cherche à supprimer tout manichéisme, à nous faire comprendre que son duo d'enfants tueurs est autant coupable que victime, des victimes du patriarcat, de leurs conditions, de la société, incapables de leur venir en aide, à l'image de cette assistante sociale qui veut bien faire, mais qui ne sert littéralement
à rien. L'absence flagrante de police malgré les innombrables crimes commis va d'ailleurs également dans ce sens. La machine broie ce genre de personnes tous les jours et à nouveau, aucune délivrance ne viendra les libérer. Ni eux, ni leurs victimes. Ajoutons à cela des décors bien belges, rendus particulièrement sinistres par une photographie terne grisâtre, une musique très oppressante et qui vient encore plus nous donner l'impression d'un monstre, d'une machine implacable qui gronde et qui consume peu à peu nos personnages. La distribution aussi sert très bien les buts de Karim qui nous livre définitivement un film coup de poing et un excellent client pour mon top de fin d'année. Rien que ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo un petit peu spéciale. J'espère que j'aurai réussi à vous intriguer et à vous donner envie de voir au moins certains des films de cette liste. Et puis surtout, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir le BIF. Et d'ailleurs, je vous donne un nouveau rendez-vous dans 7 mois pour la prochaine édition. Soyez nombreux au rendez-vous. J'ai encore plein de choses à vous montrer concernant l'édition 2022 du BIF, notamment pas mal d'interviews. J'ai trop hâte de vous les montrer. Mais en attendant, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.